Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. J'espère que cette table ronde-là pourra nous permettre d'approfondir nos réflexions sur l'immigration, la cohésion sociale, les attitudes négatives envers les immigrants, les préjugés qu'on peut avoir, parce que ce sont des questions qui nous préoccupent tous, je crois, ici aujourd'hui. Partout dans le monde, il y a des millions d'immigrants, de réfugiés qui traversent les frontières pour aller s'installer dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Et ce sont des préoccupations courantes pour eux et aussi pour les gens qui les reçoivent dans les pays d'accueil. Au Québec, on parle beaucoup d'accommodement raisonnable, de la Charte des valeurs. On se questionne beaucoup sur la laïcité aussi. En France, on a mis des lois nouvellement sur la laïcité qui va restreindre certains droits. Il y a une montée aussi de l'extrême droite. Aux États-Unis, on parle... on veut construire un mur. J'avais mis des belles photos aussi, là. Si vous voulez voir nos trois principaux. Aux États-Unis, on se pose aussi ces questions-là identitaires qui, en fait, sont là depuis toujours, depuis que les pays ont commencé à exister. Puis, les attitudes négatives. Ici, on voit une journaliste qui donne des coups de pied à des réfugiés qui tentent de se déplacer. Le racisme, la discrimination, j'ai pas besoin de faire une description très explicite, mais c'est quelque chose qui est partout dans nos sociétés. Et je voulais profiter de cette occasion-là spéciale à travers le Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique, je l'ai écrit ici, et de la présence des chercheurs, professeurs qui se questionnent sur ces phénomènes sociaux-là importants, qui guident qui nous sommes en tant que personnes, mais aussi en tant que citoyens. Ces quatre chercheurs-là proviennent de disciplines différentes, donc la sociologie, la psychologie sociale et la science politique. On travaille souvent en silo, on travaille séparément, puis quand on se met à lire ce que les autres font, ben il y a certaines ressemblances, peut-être plus que l'on le pense. Puis on s'est dit avec Frédéric que peut-être qu'une telle table ronde pourra nous permettre d'arriver peut-être même à un consensus ou à de nouvelles idées ou applications qui pourraient nous permettre d'améliorer la cohésion sociale au sein de notre société, mais aussi partout ailleurs dans le monde. Alors, c'est un peu ça le but de l'événement aujourd'hui. Je vais vous présenter les conférenciers. J'espère que j'ai rien oublié, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les CV. C'est juste pour vous donner un bref aperçu. Je vais commencer par Serge Guimond et Armelle, donc c'est eux qui vont commencer à présenter aussi. Serge Guimond, il a complété son doctorat ici à l'Université de Montréal en psychologie avec la professeure Lise Dubé. Il est présentement professeur des universités en psychologie sociale à l'Université de Clermont-Auvergne en France. De 2011 à 2015, il a dirigé le laboratoire CNRS de psychologie sociale et cognitive, le LAPSCO. Il a gagné plusieurs prix, dont le Golden Allport Intergroup Relations Prize pour le meilleur article scientifique de l'année. Et il a été nommé aussi Chevalier des Palmes académiques par la ministre de l'Éducation nationale en 2016, une reconnaissance de la contribution à la culture française. Ses recherches portent sur les influences sociales et culturelles, intervenant dans les jugements portés sur soi et sur autrui, entre autres sur les préjugés et les attitudes. Il a publié plus d'une centaine de travaux scientifiques et ouvrages. Merci d'être là, Serge. Armelle Nugier travaille aussi, elle a dit plus tôt, enseignante-chercheur et maître de conférences à l'Université Clermont-Auvergne et aussi membre du laboratoire CNRS de psychologie sociale et cognitive, le LAPSCO. Elle a terminé son doctorat en 2007 à l'Université Blaise Pascal, qui est en fait la même université qui a fusionné, en France. Et le titre de sa thèse était « Déviance, émotion morale et contrôle social informel, le rôle des émotions dans la régulation des comportements contre-normatifs ».
Ses recherches portent donc sur les rôles des appartenances ethniques et groupales, sur les relations émotionnelles suite au contrôle social informel et aussi sur les conséquences de ces réactions émotionnelles-là sur les préjugés intergroupes et l'adhérence aux normes culturelles. Est-ce que j'ai bien décrit ça, Norma? Ça va? Elle a publié un livre en 2011 sur les influences sociales et rédigé de nombreux articles scientifiques. Alison Harrell, elle a complété son PhD à l'Université de McGill en sciences politiques en 2010 et ensuite a été stagiaire postdoctorale à l'Université de Queens pendant 2 ans. Elle est présentement professeure de sciences politiques à l'UQAM et titulaire de la chaire de recherche UQAM en psychologie politique de la solidarité sociale. Elle est aussi fondatrice et co-directrice du laboratoire d'analyse de communication politique et d'opinion publique, c'est ça? Elle a été nominée pour de nombreux prix et a gagné le prix, entre autres, Rotman de l'Institut d'études canadiennes de McGill pour la contribution de sa thèse à la compréhension des politiques publiques au Canada. Ses recherches portent sur les comportements politiques et l'opinion publique dans les démocraties industrialisées, ainsi que sur les conséquences de la diversité ethnique, raciale et religieuse sur la citoyenneté. Ça va? Roger Waldinger a reçu son doctorat à l'Université de Harvard en 1983 et occupe présentement le poste de professeur de sociologie à UCLA. Il est aussi directeur du Centre pour les recherches sur l'immigration internationale de UCLA, Center for the Study of International Migration. Il a gagné de nombreux prix, incluant le prix de l'Association américaine de sociologie, un prix sur la contribution à la carrière en 2012 et aussi la bourse Guggenheim en 2008 qui est offerte aux personnes ayant démontré une capacité exceptionnelle dans la recherche académique. Les recherches du professeur Waldinger portent sur les conséquences sociales, politiques et économiques de la migration. Sa recherche explore aussi les liens entre les immigrants et leur pays de naissance, pays qu'ils ont laissé derrière eux. Il a publié plus d'une centaine d'articles et chapitres de livres et 8 livres, dont son plus récent, The Cross-Border Connection, Immigrants and Their Homeland. Je vous encourage à le lire, ce que j'ai fait récemment. Alors, merci beaucoup d'être ici. Je remercie aussi le public d'être ici en aussi grand nombre. On est là pour réfléchir ensemble. Là, je parle un petit peu, chacun va parler, mais ça serait le fun aussi d'avoir vos questions, vos réflexions, de nous aider dans cette démarche-là. Évidemment, je remercie Frédéric Bastien qui a tout organisé, tout orchestré. Donc, vraiment, chapeau. J'aurais pas pu faire ça sans toi, Frédéric. J'ai de la misère à partir un ordinateur. Donc, et évidemment, nous remercions aussi le Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique. Je m'en viens vraiment trop pour le financement et aussi le soutien technique. Alors, on va commencer avec Serge Guimond. Je vais installer ça. Donc, merci beaucoup, Roxane. Merci beaucoup pour l'invitation. Toujours un grand plaisir de revenir à Montréal, donc où j'ai fait ma thèse de doctorat. Une des plus belles villes au monde avec Clermont-Ferrand. Donc, on fait des recherches depuis un certain nombre d'années pour étudier les effets des politiques d'intégration sur la population. Et politiques de diversité, en collaboration avec plusieurs centres de recherche à travers le monde, et les meilleurs centres de recherche comme le laboratoire sur les changements sociaux d'identité de l'Université de Montréal. Et on peut dire qu'on peut distinguer 3 grandes réponses politiques face à la diversité, qui sont liées, ces réponses politiques, à des systèmes d'attitude ou des idéologies intergroupes. On peut vouloir réduire ou éliminer complètement la diversité, et à ce moment-là, on parle d'assimilation. Il y a certains pays où on retrouve ces politiques-là, comme par exemple l'Allemagne, mais on peut aussi, à l'inverse, vouloir maintenir et faire la promotion de la diversité. Et là, on va parler de multiculturalisme. Et on a cette politique-là depuis plus de 40 ans au Canada et en Australie et dans d'autres pays. Et finalement, on peut aussi
avoir comme réponse de dire on va ignorer la diversité, on va faire comme si ça n'existe pas. Et ça, c'est un modèle qui correspond assez bien au modèle qui a été développé en France, qui est basé sur l'idée de décatégorisation, de dire que dans la société, tout ce qui existe, c'est des citoyens, il n'y a pas de groupe. Alors, la question des effets de ces politiques est posée depuis longtemps, mais jusqu'à récemment, les données n'étaient pas vraiment concluantes par rapport aux effets de ces politiques-là. Par exemple, on ne trouve pas de lien, jusqu'à récemment, entre l'existence d'une politique de multiculturalisme dans un pays et les attitudes des gens à l'égard du multiculturalisme. Dans une recherche qu'on a faite en 2013, avec des étudiants du Canada anglais, des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Allemagne, on mesure leur attitude personnelle à l'égard de la diversité du multiculturalisme, et on trouve qu'ils sont tous pas mal favorables. Et ces 4 pays-là ont été choisis parce que le Canada, c'est une politique très forte de diversité. L'Allemagne, c'est très faible au niveau de la politique officielle de diversité, et les 2 autres sont entre les deux. Mais on voit qu'apparemment, il n'y a pas de lien systématique entre les deux. Ça, c'est un problème qui se posait. Pour résoudre ce problème-là, on a proposé qu'en fait, il ne faut pas simplement regarder les attitudes, il faut regarder aussi la perception des normes culturelles, c'est-à-dire comment les gens pensent que les autres membres du groupe se positionnent face à ça. Et cette question-là de la perception de ce que pensent les autres membres du groupe, c'est une question d'influence sociale et finalement, c'est de la psychologie sociale. Dire que l'idée, c'est de dire que ce que nous, on pense, c'est très largement influencé parce que ce que les autres membres du groupe pensent. Alors, si on mesure cette perception de ce que les autres membres du pays pensent du multiculturalisme, on trouve que c'est au Canada anglais qu'il y a une perception très claire que les gens dans le pays sont favorables au multiculturalisme, comme on l'avait prévu, alors qu'en Allemagne, ce n'est pas du tout le cas, où il n'y a pas de politique officielle de multiculturalisme, et les 2 autres pays se situent entre les deux. Les États-Unis, le Royaume-Uni sont entre les deux. Et si on regarde, on a mesuré aussi la norme d'assimilation. Si on compare les deux, bien on voit qu'il y a un seul pays, c'est le Canada anglais, où la norme de multiculturalisme est plus élevée que la norme d'assimilation. Même aux États-Unis, la perception, et là c'est des échantillons d'étudiants de différents coins du pays, la perception c'est que les gens sont plutôt favorables à l'assimilation. Si on va maintenant au Québec, il y a un très bon article que je vous suggère, qui vient juste de paraître, par Mathieu et... Mathieu 1. Oui, Mathieu 1. Et qui parle de la situation au Québec, où là, les perceptions sont très différentes, parce qu'on sait aussi, et ça c'est, bon, on s'y attendait, c'est qu'on sait que le Québec a une autonomie, il y a des politiques particulières aussi, même si le Québec est dans le Canada, des politiques particulières au Québec. Alors, si on va en France, ce qu'on trouve au Québec, c'est quand même aussi, ça confirme l'idée qu'il y a une distinction importante entre la perception des normes et les attitudes personnelles qu'on ne peut pas réduire l'un à l'autre. Donc, ces normes perçues, ça correspond à des perceptions, des croyances qui sont socialement partagées. Hein? On peut appeler ça des représentations sociales, si on suit le travail de Moscovici. Mais ce qui est important, c'est que ces perceptions-là ne reflètent pas nécessairement les attitudes personnelles. Et donc, c'est possible que dans un pays, il y ait, par exemple, une minorité très active
qui va répandre un message disant que dans le pays, tout le monde est contre le multiculturalisme, par exemple. C'est un peu ça qui s'est passé il n'y a pas très longtemps avec Cameron au Royaume-Uni, Angela Merkel en Allemagne et Sarkozy en France, qui ont tous dit que le multiculturalisme est un échec. Donc, ça peut créer une norme, alors qu'en fait, dans le pays, peut-être que les gens sont personnellement très favorables à l'égard du multiculturalisme. Et c'est exactement ça qu'on a trouvé quand on a fait une étude sur ces perceptions-là en France avec un échantillon représentatif. Alors, si on regarde la norme, ça veut dire ici, qu'est-ce que les Français pensent, à votre avis? Et là, tout le monde en France est d'accord pour dire que les Français sont favorables à l'assimilation plus qu'au multiculturalisme. Ensuite, quand on demande à tous les membres de l'échantillon qu'est-ce que vous pensez, on obtient exactement l'inverse. Donc, tous les Français, individuellement, sont beaucoup plus favorables à la diversité et au multiculturalisme qu'à l'assimilation. Et avec un échantillon représentatif, c'est plus intéressant parce que là, on peut regarder comment ça varie selon les caractéristiques démographiques. Et comme on s'y attendait, la perception des normes est très largement partagée, peu importe l'âge, le sexe ou même l'orientation politique en France. Et donc, tout le monde en France, la gauche, la droite, l'extrême droite, est d'accord pour dire que les Français sont favorables à l'assimilation et pas au multiculturalisme. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas de modèle de multiculturalisme en France. Alors que si on regarde au niveau des attitudes personnelles des Français, là, il y a une variation, c'est le jour et la nuit, selon votre orientation politique. Et la gauche est très favorable au multiculturalisme et contre l'assimilation, mais il y a un seul groupe en France, une minorité, qui est plus favorable à l'assimilation qu'au multiculturalisme, c'est l'extrême droite, représentée par exemple par Marine Le Pen. Donc, ce n'est pas le multiculturalisme en France. Certains disent l'assimilation, mais on a fait des recherches, et Armel va vous en parler, pour essayer de voir quel est le modèle français. Du coup, j'enchaîne directement. Merci Alexandre pour l'invitation, etc. Donc, oui, moi, je vais plutôt vous parler un petit peu du modèle républicain français. Donc, comme l'a dit au début de sa présentation, le modèle républicain est sans doute beaucoup plus un modèle de type colorblind qu'un autre type de modèle. On a beaucoup pensé que c'était de l'assimilation, mais quand on regarde vraiment la définition historique du modèle, on s'aperçoit qu'en fait, on est davantage orienté sur le traitement individuel de l'individu qu'un traitement par une entrée groupale. Donc, par exemple, Féluzzi nous dit « La République française ne reconnaît dans ses principes actuels que des citoyens libres et égaux, en dehors de toute considération d'origine culturelle, de religion ou d'appartenance communautaire. » Donc là, on retrouve vraiment le traitement individuel. On doit traiter les individus de façon sur les caractéristiques personnelles et pas autre chose. Dans cette particularité française, on va retrouver aussi le principe de laïcité, qui est très très cher et très caractéristique de la France. Et dans la définition initiale, historique, on peut l'appeler, on va retrouver cet objectif de traitement égalitaire des individus et surtout celui de la liberté de conscience, c'est-à-dire accorder aux individus le droit de croire ou de ne pas croire, et également les traiter tous de façon identique, quelle que soit leur conviction et leur appartenance groupale. Pour garantir ce traitement égalitaire et la liberté de conscience, ce qui se passe, c'est que l'État doit être à la fois neutre et impartial. Donc ça veut dire qu'il ne doit pas intervenir dans la sphère privée, mais aussi il ne doit pas s'identifier à une quelconque religion pour traiter les choses, etc. Et ça nous vient du principe de séparation de l'Église et de l'État dans la loi la loi de 1905, etc. Donc, pour vous donner un exemple, l'idée avec cette laïcité historique, c'est plutôt de dire qu'elle est profondément, on va dire, égalitaire, ou en tout cas tolérante, parce qu'elle n'est pas pensée contre la religion, contrairement à ce qu'on pourrait
supposé au départ. Si on regarde bien dans les articles de la Constitution, on va trouver quelque chose comme « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses », donc évidemment avec le petit bémol, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Donc en gros, ça veut dire que tout le monde fait ce qu'il veut, à partir du moment où ça dérange personne d'autre, ce qui est déjà quand même pas si mal. Le problème, c'est que depuis quelques temps, depuis une petite dizaine d'années, une nouvelle interprétation de cette laïcité historique est apparue, qui s'est transformée en une laïcité un peu plus d'interdiction, un peu plus d'exclusion, qui est consécutive en fait à la mise en place de certaines lois, comme la loi de 2004 avec la commission Stasi sur l'interdiction des ports des signes religieux à l'école. Et puis, suite à ça, il y a eu beaucoup de débats qui ont amené, par exemple, à l'installation d'une charte de la laïcité à l'école, donc qui est vraiment établie dans toutes les écoles, donc ce qui est très différent du Québec, puisque chez vous aussi, il y a eu des discussions, mais la charte a été refusée, hein. Et puis ensuite, un déplacement, un glissement de l'interdiction et de la neutralité de l'État aux citoyens, puisqu'il y a une loi en 2010, c'est l'interdiction du port intégral dans les lieux publics. Donc là, on voit bien que c'est opéré entre la laïcité historique qui tolère la pratique religieuse, qui respecte la pratique religieuse, qui doit valoriser cette pratique religieuse, et un glissement sur l'espace public. La question dans les travaux qui ont été faits en psychologie sociale, c'était de savoir, dans cette espèce de modèle à deux dimensions, finalement un peu schizophrénique, quoi, comment est-ce que les gens vont gérer ces deux dimensions, quels vont être les liens avec le contact intergroupe et avec les minorités notamment, qui souvent sont des minorités religieuses. On le voit très bien dans la laïcité historique, hein, le port du voile intégral, c'est pas ciblé contre n'importe qui, c'est ciblé contre des groupes très spécifiques de minorités. Donc en fait, dans les travaux qui ont été faits en psychologie sociale, on trouve très clairement que la laïcité historique est reliée négativement aux préjugés. Donc plus on adhère à cette norme de laïcité historique, moins on a de préjugés. Alors qu'à l'inverse, quand on adhère à la nouvelle laïcité, on va avoir davantage tendance à exprimer des préjugés envers les minorités. Donc comme c'est une nouvelle laïcité qui va peut-être venir se calquer, on va dire, enfin se développer à la place de la laïcité historique, ce qu'on a cherché à savoir, c'est là que le fait d'avoir travaillé sur la régulation sociale a joué, c'est de savoir si cette nouvelle laïcité est vraiment une norme pour les Français ou pas. L'idée, c'est que si c'est une norme sociale, si elle est intériorisée comme telle, si elle est utilisée comme telle, s'il y a transgression de cette norme, on va la contrôler. Tout simplement, on va contrôler les gens qui dévient par rapport à la norme de laïcité. Donc pour faire ça, on a fait une petite expérience dans laquelle on va demander à des membres du groupe majoritaire, donc on va mesurer initialement leurs préjugés, et puis ensuite on va les exposer à la présentation d'un personnage fictif qui va varier selon deux choses. Soit le personnage fictif qui est Yasmina se présente, on va dire, de façon normative. En gros, on va présenter Yasmina et on va dire, voilà, ça c'est un article fictif dans lequel elle a été interrogée sur la vie quotidienne et tout ça, et puis elle dit je considère que c'est normal que l'on ne puisse pas mettre en avant son appartenance religieuse et je ne porte jamais le voile dans les lieux publics. Donc là on voit bien qu'il y a un respect de la norme de laïcité. Et puis sinon on la présente d'une autre façon, donc contre-normative ou déviante, où là on dit je considère que c'est pas normal qu'on ne puisse pas mettre en avant son identité religieuse et je mets tout le temps le voile, peu importe ce qui arrive, dans les lieux publics. Ensuite, on va avoir quelques mesures de pression normative et puis on va demander aux participants comment ils évaluent la cible, s'ils l'apprécient ou s'ils ne l'apprécient pas. Donc c'est assez simple. Ce qu'on a comme résultat, ce qu'on peut voir ici, donc ce qu'on a ici c'est les préjugés, donc au plus ils ont plus de préjugés, là ils en ont moins. Et puis ce qu'on observe c'est que bien évidemment d'une façon générale, les gens vont renforcer la norme transgressée. Ce qui montre déjà dans un premier temps que la nouvelle laïcité est bien une norme. Et ça, c'est particulièrement le fait des gens qui ont des forts préjugés.
Donc on remontre à nouveau ce qu'il y a dans la littérature, c'est le lien entre les préjugés élevés et puis ce renforcement de la norme quand elle est transgressée. Donc ça marche avec la pression normative et ça marche aussi avec l'évaluation, à savoir que lorsque la cible est déviante, eh bien, elle est beaucoup moins bien évaluée que quand elle ne l'est pas, et c'est d'autant plus vrai que les gens ont des forts préjugés. C'est pas illogique, mais jusqu'à présent, on ne l'avait pas complètement démontré. Donc, ce à quoi on s'est intéressé par la suite, c'était de savoir si finalement cette nouvelle laïcité, elle s'adressait vraiment à tout le monde, ou si, c'est-à-dire quelle que soit la religion des gens, finalement, ou si elle était ciblée sur un groupe particulier, comme ça semble être le cas. Et pour faire ça, on a réutilisé le même protocole expérimental, à la différence près qu'on va simplement prendre tout le temps une cible contre-normative ici, et puis on va faire varier l'appartenance groupale, enfin l'appartenance religieuse, avec une personne qui donc soit musulmane, soit catholique. Donc c'est pareil, elle trouve que c'est pas normal de ne pas pouvoir afficher son appartenance, mais soit elle porte son voile, soit elle porte la croix. L'idée ici, c'est que s'il y a une utilisation sélective de la nouvelle laïcité pour un groupe particulier, eh on va observer les mêmes résultats que dans l'étude précédente, uniquement pour ce groupe. Et c'est ce qu'on va observer. Donc on a toujours ici la pression normative. Ce qu'on observe, c'est que quand la cible, c'est Yasmina, eh bien, elle est davantage contrôlée que quand elle est Bénédicte, pour le même comportement déviant. Et puis, c'est encore plus vrai quand les personnes ont des forts préjugés. Par ailleurs, elle sera beaucoup moins appréciée qu'une cible qui est Bénédicte et donc qui est présentée comme étant catholique. Donc, même déviance, sauf que on exerce du contrôle social, on exerce de la régulation et on dévalue la personne quand elle est maghrébine, mais pas quand elle est catholique. Donc il y a bien une espèce d'utilisation sélective de cette norme-là. Donc en gros, voilà, ces résultats, pour conclure très rapidement, je n'ai pas été trop longue, ça nous disent en gros quoi? Que le modèle républicain, a priori, ça reste encore à discuter, mais c'est un modèle vraiment de type colorblind. On va préférer utiliser les caractéristiques personnelles que groupales dans une première interaction, qu'il est multidimensionnel a priori, puisqu'il y a la dimension historique et la dimension de la nouvelle laïcité. Peut-être qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas encore découvertes, mais ça va. Donc le problème du modèle républicain, c'est que tantôt il est positif si on appuie sur la laïcité historique qui respecte le droit et le culte de chacun, tantôt négatif si on utilise plutôt la laïcité, la nouvelle laïcité privée, et puis qui bien sûr on devrait davantage essayer de mettre en avant cet aspect historique de la laïcité plutôt que de faire ce que font, comme tu disais au début de ton exposé, les partis plus extrémistes qui sont très très favorables à cette nouvelle laïcité. Voilà. Merci beaucoup. Merci. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être, s'il y en a qui ont des questions à Armelle et Serge, peut-être prendre un petit 5 minutes ou quelques minutes. Puis à la fin, on pourra faire une discussion tout le monde ensemble aussi. Mais s'il y en a qui ont des questions plus spécifiques à la présentation, oui. J'ai une question. Je merci beaucoup de votre présentation. Pourriez-vous préciser qu'est-ce que c'est la norme d'assimilation et la norme de multiculturalisme? C'est plutôt la norme juridique parce que l'assimilation existe toujours. Au Canada, tout le monde doit parler anglais ou français et respecter la loi. C'est une assimilation. Et multiculturalisme toujours existe dans les sociétés démocratiques. Seulement, les sociétés totalitaires peuvent rejeter le multiculturalisme. Donc, quelle est la différence, assimilation de multiculturalisme? En réalité, ce n'est pas dans la littérature scientifique, mais en réalité, est-ce que ces différences existent vraiment? Ben là, nous, on distingue entre la politique ou les institutions, les lois qui existent dans un pays. Donc, par exemple, au Canada, il y a des lois qui ont formulé à partir de 1971, avec Pierre Elliott Trudeau, le modèle de multiculturalisme. Et nous, ce qu'on va étudier, c'est, alors que dans notre pays, il n'y a pas ces politiques-là ou ces lois. Alors nous, ce qu'on va étudier, c'est quelle est la représentation ou les attitudes des gens face à ces questions-là, avec des instruments, bon, je n'ai pas présenté, donc vous avez raison de poser la question. Donc on va présenter des propositions qui reflètent les principes de ces différentes politiques-là.
Et donc, le multiculturalisme, ça a été des grandes recherches qui ont été faites au Canada. Hein, les premières recherches au monde là-dessus ont été faites au Canada. Et il y a eu des instruments développés pour mesurer ça. Par exemple, et ça touche finalement, pour le multiculturalisme, ça touche finalement à la diversité culturelle. Hein. Donc, c'est d'essayer de voir, est-ce que les gens ont une attitude positive ou négative à l'égard de la diversité des groupes dans la société. Est-ce que c'est une bonne chose que dans la société, il y a des groupes de cultures différentes, ou est-ce qu'on dit non, c'est pas une bonne chose? Si on dit c'est pas une bonne chose, ça veut dire qu'on est plus favorable à l'homogénéité culturelle. Ça va dans le sens de l'assimilation. Et donc là, on a d'autres questions qui vont dire, par exemple, pensez-vous qu'un immigrant qui arrive au Canada ou au Québec devrait se conformer le plus possible à la façon de vivre de la majorité? Si on est tout à fait d'accord avec ça, ben là, on est plutôt favorable à l'assimilation. Hein? On dit les gens, il faut qu'ils fassent comme nous on fait. Ça, c'est l'assimilation. Donc là, ce qu'on trouve, nous, c'est que si on mesure ces attitudes-là personnelles, il n'y a pas de rapport avec la politique dans le pays nécessairement. Mais si on mesure la perception de la norme, là, il y a un rapport très élevé entre les deux qui montre que la politique peut avoir un impact. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Serge et Armel? Peut-être une question pour Armel. Je me demandais si vous avez fait des études qui essayent de voir quel est le lien entre le color of likeness et les préjugés, un peu comme Serge a fait avec le multiculturalisme et l'assimilation. Avec perception des normes et perception adhésion personnelle, adhésion personnelle. Non, moi j'ai pas encore. Toi, tu l'as fait toi, Serge? C'est un peu, c'est un peu comme tu as dit au début, les liens avec les attitudes. C'est plus personnel. Oui, ouais. oui. Donc, on a apparemment en France la distinction entre normes et attitudes personnelles, c'est moins importante que pour les autres modèles. Mais comme Armel disait, là, ce qu'on trouve, c'est que les attitudes personnelles favorables à la laïcité historique, donc qui est liée au colorblind, là, ça a un impact très positif en France. C'est très efficace pour diminuer les préjugés et la discrimination, alors que l'autre dimension, c'est l'inverse, exactement l'inverse. Mais est-ce que les normes, ça c'est d'autres questions qu'on est en train de développer. Quel est le rapport entre la perception de la norme, les attitudes personnelles et les préjugés? Donc ça c'est des questions qui peuvent être étudiées là, une fois qu'on a ces distinctions-là. Peut-être une dernière question? Oui. Merci pour l'exposé intéressant. Donc, si j'ai bien compris, il faut, pour voir l'impact des politiques nationales d'intégration sur les préjugés des individus, il faut tenir compte de leur perception de la norme. C'est ça? Donc, ma question, vous voyez, on sait qu'il y a différents types de préjugés. Donc, on peut avoir un préjugé qui est plus explicite. Par exemple, un locataire qui veut pas louer que, par exemple, une personne arabe loue son appartement, puis qui lui dit non, moi je veux pas te louer mon appartement parce que tu es arabe. Versus des préjugés qui sont un peu plus ambigus ou implicites, du genre non, je veux pas te louer mon appartement parce que tu pardon? Il est déjà loué, ou on trouve une manière de rationaliser quelque chose, mais en fait, la vraie raison, c'est parce que la personne a une attitude négative envers les Arabes, par exemple. Donc, ma question, c'est, vous aviez l'air d'avoir mesuré beaucoup plus, de conceptualiser les préjugés de manière beaucoup plus explicite qu'ambiguë ou implicite. Et je me demandais, est-ce que ce serait le même mécanisme? Est-ce que les politiques nationales auraient aussi une influence sur ce type de préjugés-là, implicite, ambigu, ou est-ce que ce serait un autre mécanisme, ou est-ce qu'il n'y en a juste pas? C'est ma question.
En fait, l'idée, c'est que, par exemple, si la nouvelle norme de laïcité, pour prendre cet exemple-là, en France, elle commence vraiment à faire son œuvre. Voilà, donc, par exemple, tous les partis d'extrême droite défendent énormément ça. Donc, en fait, ça rend un peu légitime l'utilisation de cette norme pour justifier les conduites de préjugés, enfin pour justifier les préjugés. Et du coup, il y a une espèce de décomplexification, diminution des complexes qui se fait et qui fait que les gens sont de plus en plus directs. Et ils assument d'être racistes, quoi, sans aucun souci. Donc l'installation, en fait, de la norme fait que c'est plus facile d'exprimer ses préjugés. Après, il y a des travaux qui ont été faits, mais plutôt sur les minorités, qui montrent aussi que ce soit la laïcité historique ou la laïcité, la nouvelle laïcité, ça a un impact sur les questionnaires, par exemple, explicites, mais aussi, par exemple, sur des mesures de préjugés dilatés. Donc ça marche aussi implicite et explicite. Voilà, j'espère que ça répond. C'est une très bonne question. Donc ça, c'est des recherches qu'il faut développer là, pour explorer. Parce que ça, c'est des choses qui ont été développées en psychologie sociale, donc sont peut-être moins un des instruments pour mesurer de manière plus subtile les préjugés sans que les gens en soient conscients. Donc ça soulève des nouvelles questions. Je pense qu'il faut développer ça. Toujours en gardant l'idée que les autres préjugés très explicites sont quand même toujours importants. C'est ça qu'il ne faut pas non plus oublier. Parce qu'en France, quand on a un échantillon national avec des gens un pourcentage de gens d'extrême droite assez important, là, on se rend compte, on voit qu'est-ce que c'est qu'avoir des préjugés. Là, on le voit vraiment. Alors qu'en psychologie sociale, une limite, c'est peut-être de souvent faire des études avec des étudiants qui n'ont pas de préjugés. Donc, ils n'ont pas de préjugés, donc on va essayer de trouver des moyens plus subtils pour en trouver. Mais quand on a des échantillons de gens d'extrême droite, on peut dire qu'ils ne se gênent pas pour dire qu'ils détestent certains groupes et ils l'affirment clairement. Merci. Alice? Parfait, mais d'abord, merci pour l'invitation pour les co-organisateurs de présenter ici. C'est toujours un plaisir de présenter devant un public un peu plus interdisciplinaire. Ceci dit, je vais présenter plutôt la littérature en sciences politiques qui est pas mal inspirée par la psychologie quand même, surtout la psychologie sociale. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment de faire un survol des facteurs qui influencent l'opinion publique face à l'immigration et surtout en sciences politiques. Et ces facteurs se trouve vraiment dans trois types d'explications. Il y a des facteurs économiques, donc on va voir les immigrants comme ayant un impact négatif sur l'emploi, surtout sur les ouvrières, certains types d'emplois. On peut voir un impact sur les niveaux d'emploi. Donc, on va voir les immigrants comme quelqu'un qui vont menacer l'État-providence et les avantages sociaux disponibles pour des, entre guillemets, vrais citoyens, des autochtones de la société, et donc des liens avec des avantages sociaux et des compétitions pour des ressources de l'État. Il y a des facteurs culturels où on va voir les immigrants posés comme des menaces à cause de leurs différences ethnoculturelles ou religieuses, et je crois qu'il y a les liens à faire avec la présentation qui vient d'être faite là-dedans. Donc, on va parler beaucoup de l'impact des préjugés et de l'ethnocentrisme sur l'immigration et le soutien de l'immigration. Et finalement, il y a beaucoup d'études qui se concentrent sur les facteurs individuels. Donc, des facteurs sociodémographiques comme l'éducation, qui est fortement liée à des attitudes plus positives envers l'immigration, d'autres facteurs sociodémographiques comme le genre, etc., mais aussi des prédispositions, des orientations politiques comme l'idéologie, l'identité partisane et certaines prédispositions psychologiques. Donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est vraiment de parler de ces trois types d'explications en utilisant trois études récentes que j'ai effectuées avec des collègues dans des équipes internationales où on a mené des sondages dans des pays différents.
Donc, les premières deux études se basent sur un sondage qui a été effectué dans 11 pays différents, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, dans laquelle on a fait le même style d'expérience où on avait un personnage fictif qui était un candidat pour l'immigration dans chaque pays et on va varier les caractéristiques de cet individu pour voir l'impact des caractéristiques différentes pour tester notamment cette question de menace économique et culturelle. Dans la troisième étude, c'est basé sur un autre sondage qui a été effectué au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui était basé sur d'autres questions, mais dans laquelle on avait pas mal de questions sur l'immigration et nous allons se concentrer sur des attributions de contrôle qui sont attribuées à l'individu, à la société et aux immigrants. Donc, si je vais résumer notre variable dépendante dans chacune des études, la colonne bleue, c'est juste la moyenne sur le soutien du candidat. Donc, en fait, c'est le non-soutien du candidat dans chacun des 11 pays dans l'étude. Et c'est basé sur 3 questions. Est-ce que la personne devrait avoir accès à un permis de travail? Pendant combien de temps? Et ensuite, est-ce qu'on doit avoir accès à la citoyenneté? Donc, c'est vraiment des évaluations face à un candidat pour l'immigration dans chacun des pays. La colonne rouge, c'est un indice envers les immigrants comme groupe et c'est composé de 4 questions différentes qui vont mesurer la menace économique et culturelle des immigrants pour la société. Comme si on accepte plus d'immigrants, ça va faire plus difficile de trouver des emplois. Donc, des questions plus générales. Ce que vous pouvez noter, juste en général, mais les sentiments anti-candidats ou anti-immigrants comme groupe, dans la plupart des pays, est en bas de 50%. Donc, on trouve pas mal un soutien mitigé. La majorité de personnes ne se trouvent pas dans le camp plutôt anti-immigrants. Et il y a une variance importante entre les pays. Je vais noter, surtout parce qu'il y a une élection qui vient en Angleterre, que l'Angleterre se trouve ici comme un cas particulièrement intéressant où on trouve dans les 2 études les attitudes les plus négatives envers les immigrants. Je peux juste remarquer le Canada, comme je me spécialise en politique canadienne, fait pas mal sur ces 2 indicateurs aussi. Dans l'étude, il est le plus bas des 3 pour les attitudes anti-immigrants et sauf pour les pays asiatiques où les enjeux d'immigration ont des particularités, surtout parce que l'immigration est minimum dans ces pays souvent. Ça fait pas mal dans la comparaison entre les pays. Donc, ce que je veux faire avec mon temps, c'est vraiment d'essayer d'expliquer ces indices-là, ces attitudes envers les immigrants, en se concentrant d'abord sur la menace économique et culturelle, parce qu'il y a un gros débat depuis plusieurs années sur l'impact de chacun des types de menaces. Est-ce que l'un est plus important de l'autre? Est-ce que ça varie par pays? Etc. Donc, si on va élaborer davantage ces explications, des facteurs économiques, il y a vraiment 3 hypothèses qui se trouvent dans la littérature. D'abord, on va s'opposer à l'immigration parce que ces immigrants vont être en concurrence avec nous pour des travails. L'implication est que si je suis une ouvrière, je vais voir des immigrants qui sont aussi des ouvrières comme les plus menaçants. Si je suis un ingénieur, par exemple, je vais voir des immigrants plus qualifiés comme en concurrence avec nous. Donc, il y a un lien entre le type d'immigrant et notre propre statut socio-économique. La deuxième hypothèse est vraiment qu'on va voir les immigrants comme des choses qui vont peser sur l'État-providence et donc les personnes qui payent plus d'impôts vont voir les immigrants, surtout des immigrants avec un niveau socio-économique plus bas, comme les plus menaçants. Et donc, on va voir encore un lien, mais c'est le contraire de ce qu'on a vu dans la première hypothèse. Le troisième type d'explication est beaucoup plus des menaces économiques sociotropiques. Donc, on va voir les immigrants comme surtout des immigrants peu qualifiés
comme une menace pour l'économie et la société, mais ça ne va pas varier selon le statut socio-économique des individus. Les facteurs culturels, c'est vraiment basé sur les caractéristiques de l'individu. Est-ce qu'il y a un niveau élevé des préjugés? C'est clair avec la recherche qui a été présentée qu'il y a un lien important là. Et il y a aussi ces questions plutôt de distance culturelle avec le type d'immigrant qui vient. Donc, le plus distant les immigrants de la société d'accueil, on va avoir plus d'hésitation à les accepter dans la société. Dans l'étude que j'avais mentionnée, dans les 11 pays, comme j'ai dit, on a fait des vignettes expérimentales où on a vérifié si la personne était un programmeur ou un ingénieur, donc hautement qualifié, avec un niveau socio-économique plus élevé ou faiblement qualifié, donc soit un ouvrier de bâtiment ou un travaillant en aménagement passager. Donc, il y a 2 exemples de hautement qualifié et 2 exemples de faiblement qualifié. Et si on regarde dans un modèle avec tous les 11 pays, ce qu'on regarde est en effet une préférence claire pour les immigrants qui sont hautement qualifiés. Ce qui est important à savoir est que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les 11 pays. La pente de la ligne change légèrement par cas, mais dans tous les cas, il y a une relation positive entre le niveau de qualification de l'immigrant et l'acceptation pour un permis de travail, pour la citoyenneté, etc. Et si on revient à les 3 hypothèses que j'avais mentionnées, la concurrence pour l'emploi, la fardeau fiscale et aussi des évaluations plus sociotropiques, nous ne voyons pas vraiment une modération par statut socio-économique des répondants. C'est-à-dire, peu importe si la personne a un faible niveau de socio-économique ou un plus haut, tout le monde réagit un peu comme ça face à des immigrants potentiels. Donc, ce qu'on conclut dans cette étude, et c'est renforcé pas mal par plusieurs études qui ont été faites depuis un moment ici, est que la compétition directe et la fardeau fiscale, c'est attirant comme hypothèse, mais on trouve peu d'évidence, peu de preuves, en fait, que ces 2 explications fonctionnent très bien au niveau individuel. Nous avons démontré, comme d'autres personnes, qu'il y a vraiment une préférence parmi toute la population pour les immigrants qui sont plus hautement qualifiés. Et on n'a pas directement testé l'argument plus général sur l'état de l'économie, mais dans la littérature plus large, il y a des liens entre les attitudes plus positives envers l'immigration et l'état général de l'économie qui renforcent cette idée de l'importance des évaluations sociotropiques. Si nous regardons les facteurs culturels, comme j'ai mentionné, on avait des profils fictifs. On a fait 2 manipulations différentes. Donc, on a donné dans tous les pays un cas dans un pays arabe, et c'est difficile pour moi de dire le nom de ça en français, je ne sais pas pourquoi. C'est la Koweït. Oui, donc, oui. Il y a trop de voyelles là-dedans. Donc là, un pays arabe, je vais dire parce que c'est plus vite. Et puis, selon le pays, un autre groupe qui était saillante. Donc, au Canada, c'était un pays arabe et le Sri Lanka. Aux États-Unis, les Mexicains étaient l'autre catégorie, etc. Donc, il y avait un autre groupe dans chacun des pays. Et en plus de pays d'origine, on a aussi manipulé le ton de peau. Donc, pour vraiment mesurer une autre mesure de distance raciale avec une hiérarchie de peau. Et donc, dans ce cas, c'est le même visage, mais il y a un ton de peau différent. En haut, ce que vous voyez, c'est pour tous les 11 pays, il y a presque rien qui se passe avec le ton de peau dans ces études-là. Et on trouve un effet mitigé sur le fait de venir d'un pays arabe. Il faut dire qu'il n'y a pas vraiment un pays traditionnellement européen là-dedans. Donc, la catégorie des références, c'est pas, mais comme moi, une immigrante américaine versus quelqu'un d'un pays arabe, c'est toujours un autre pays, surtout en développement, qui va être vu aussi comme un autre, pas européen. Mais l'effet là, c'est significatif dans le modèle des 11 pays. Il n'y a pas d'effet du tout en haut.
Ça, c'est tous les 11 pays. Encore une fois, c'est pas nécessaire de regarder trop les détails. Ce que je veux que vous preniez de cette image et que le ton, c'est pas comme il y a quelques pays où ça se trouve vraiment fortement comme une application. Surtout, il n'y a rien qui se passe aux États-Unis. On aurait pu attendre que c'est vraiment un clivage qui pourrait être plus important là. Et il y a un effet qui est comme... Il n'y a vraiment pas grand-chose qui est là pour cette manipulation-là. En comparaison, le fait de venir d'un pays arabe, et donc on pense que ça va activer les considérations envers des musulmans, on voit qu'il y a plus de variance. Et pour mes collègues qui viennent de présenter, je vais noter surtout la France qui se trouve ici en bas, que l'effet de venir d'un pays arabe versus non est très importante. Et aussi aux États-Unis, où présentement c'est un enjeu très important. Donc, c'est vraiment ces deux cas-là qui vont pousser cet effet plus minimum dans le modèle plus général. En plus de ces effets qui sont vraiment des manipulations des individus, on observe un effet direct et puissant du racisme symbolique. Donc, on utilise racial resentment dans le cas des États-Unis et on va réutiliser des formulations de ça dans tous les 11 pays. Ça, c'est la mesure qui est... on va utiliser pour mesurer les préjugés dans cette étude. Et cet effet est clairement là, en plus des effets qu'on va trouver des manipulations dans chacun de ces choses. Donc, ce qu'on conclut est que les indicateurs de distance culturelle, surtout pays d'origine, c'est un effet qui est moins grand, clairement, que les caractéristiques sociodémographiques. Et on renforce la littérature qui démontre qu'il y a un fort lien entre les préjugés envers les minorités raciales et les attitudes envers l'immigration plus généralement. Il faut dire ici les attitudes envers les immigrants qui sont tous non-blancs. Donc, des tons différents, mais pas des pays européens. Donc, le racisme et l'ethnocentrisme, c'est un des orientations et des prédispositions plutôt psychologiques ou intergroupes qui va vraiment animer ces débats. C'est quelque chose qui est retrouvé depuis très longtemps dans la littérature. Je veux mentionner plusieurs d'autres qui sont aussi importants. Surtout l'idéologie et l'identité partisane. Ça ne va pas être surprenant que les personnes à droite tendent à être plus négatives envers l'immigration comme enjeu, mais aussi envers les groupes d'immigrants. On a aussi des études qui parlent des orientations autoritaires ou en dominance sociale, où on va voir les gens plus autoritaires ou avec un plus niveau de dominance sociale vont être plus négatifs envers les personnes caractérisées comme des autres. Et ce que nous avons essayé de faire récemment, c'est d'ajouter un autre variable qui est moins considéré dans cette littérature, le locus de contrôle ou le lieu de contrôle en français, où on ajoute quelque chose à ces explications. Et je crois que j'ai 5 minutes qui me restent, donc c'est bien ça? Oui. Ça peut être un petit peu plus. Donc, ce que je veux faire, c'est juste finir avec un concept, une étude qui est un peu différente de cette littérature, qui vraiment se base sur ce clivage entre les considérations économiques et culturelles. Locus de contrôle, c'est un concept qui a été développé par Rother en psychologie en 1954, qui c'est vraiment des orientations stables envers le lieu de responsabilité pour les résultats. Donc, est-ce que je suis capable d'avoir une influence sur ma vie ou est-ce que c'est hors mon contrôle? C'est vraiment une évaluation de est-ce que, mais en sciences politiques, on va parler de l'efficacité. Est-ce que je suis en contrôle de ce qui arrive? Donc, un pôle de cet indice, il y a des évaluations internes, je suis responsable, je peux faire des choses. Et de l'autre côté, de l'autre pôle, c'est vraiment des évaluations externes, qui a deux types vraiment. Des idées comme « mais ce qui m'arrive est vraiment aléatoire ». Ces choses, ça arrive dans la vie. Et d'autres qui vont être vraiment sur mais il y a des injustices dans le système, il y a des phénomènes structurels qui vont m'influencer. Et donc, on va jouer avec ça dans le contexte d'immigration. On fait ça à 3 niveaux. Donc, on prend au niveau individuel, quelque chose qui ressemble beaucoup à le concept original, qui est basé sur 2 questions, telles que souvent j'ai l'impression que j'ai peu d'influence sur les choses qui m'arrivent.
et puis un autre annoncé dans l'autre sens. Depuis 1954, il y a certains auteurs, comme Paul House, en 1943, qui parlent aussi des évaluations de locus de contrôle qui sont spécifiques à un domaine. Ici, on essaie d'être inspiré par ça pour demander aux gens si la société a du contrôle sur l'enjeu de l'immigration. Donc, est-ce que le Canada a du contrôle sur cet enjeu? Finalement, et inspiré surtout de la littérature sur les évaluations des causes de la pauvreté, on va demander aux gens des raisons pour lesquelles les immigrants font parfois face à des difficultés économiques. Et ici, on fait la différence entre les évaluations internes, parce qu'ils sont paresseux et manquent de volonté, et puis 3 types d'externes, parce qu'ils sont malchanceux, ou parce que c'est une partie inévitable du progrès moderne, donc 2 qui sont vraiment par chance, et une 3e qui cible l'injustice. Et ça va être les données finales. Ce qu'on est ici, c'est juste les résultats de cette étude. La première colonne, c'est pour tous les pays. On a inclus plein de variables contrôle, comme le genre, le statut d'emploi. Et puis, je vais vous présenter les résultats par pays, ajoutant les préjugés raciaux, ici mesurés par des stéréotypes explicites face à 3 groupes raciaux minoritaires, et aussi, dans 2 des cas, l'identité partisane. Ce qu'on pense, c'est novateur dans cette étude, est que ces 3 indicateurs, le locus de contrôle au niveau individuel, sociétal, et aussi les 2 types par champ, mais des internes et puis externes, mais systématiques, ont des effets vraiment intéressants face à les attitudes envers l'immigration. Si je pense que moi, je suis en contrôle de ma vie et aussi la société est en contrôle envers l'immigration, j'ai des attitudes moins négatives. Si j'attribue la cause des problèmes des immigrants chez eux, donc une évaluation interne, j'ai des attitudes beaucoup plus négatives envers les immigrants. Donc, des effets différents selon si c'est moi qui est responsable ou l'autre qui est responsable. Ces effets restent même si on contrôle des autres orientations comme des préjugés, qui est un effet direct, important, significatif sur les attitudes négatives envers l'immigration, et si on contrôle l'identité partisane, où on trouve ce qu'on va attendre que les partis plus à gauche vont être plus négatifs. Donc, qu'est-ce que ça dit sur la question plus générale de la table ronde? Je crois qu'il y a 2 vraiment. Si on va parler de l'impact des politiques d'immigration, on peut imaginer que le type d'immigrant est très important. Et donc, souvent, on va parler, dans le cas canadien, une des raisons qu'il y a moins des attitudes négatives envers l'immigration, c'est parce qu'on a cette conception beaucoup plus économique, un système de points face à des immigrants. Et on a aussi, c'est important, une perception de contrôler l'immigration. On n'a pas une frontière avec un pays en développement. On a des mers et des États-Unis. Donc, il y a beaucoup plus de contrôle sur l'immigration illégale. Et on peut imaginer que des efforts de pousser vers des systèmes de points dans certains pays va avoir des conséquences pour les perceptions des citoyens face à ces enjeux. Il y a des questions normatives importantes là-dedans de faire ce choix-là, mais ça, c'est l'implication de ces études. Le deuxième, c'est que les discours politiques et les médiatisations de la différence des immigrants vont activer vraiment des considérations pertinentes. Donc, si la couverture pertinente vont faire beaucoup de l'emphase sur le statut précaire des immigrants et leurs différences culturelles, on va attendre que ça va une influence très négative sur l'opinion publique, et ça, c'est grâce à activer des préjugés, de cadrer l'enjeu de façon qui va renforcer ces préjugés dans les évaluations. Donc, avec ça, je vous dis merci, et puis pendant 20 minutes. Merci beaucoup. Allez-y. J'ai une question. En analysant les attitudes envers les immigrants, vous analysez seulement les attitudes négatives, comme menace. Est-ce qu'il y a des attitudes positives? Et si oui, pourquoi vous analysez seulement les attitudes négatives?
Mais les indices sont des deux côtés. Donc, dans les deux cas, mais dans le cas des évaluations des candidats, il n'y a pas une direction dans la question. On demande est-ce que vous pensez qu'on doit donner ou ne pas donner un permis de travail. Donc, on a codifié ici comme anti-immigrant, mais en fait, dans l'étude, c'est pro-immigrant. J'avais juste changé pour que c'est en accord avec l'autre étude. Dans la deuxième, c'est 4 annoncés, 2 économiques, 2 culturels. Une des annoncés économiques est positive, l'autre est négative. Même chose avec les annoncés plutôt culturels. Donc, c'est balancé, on ne va pas juste donner des questions plus négatives à des répondants. Toujours parler menace, deux menaces. Menace économique, menace culturelle. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas menace, mais qui est contribution? Mais oui, parce que comme j'ai dit, pour les questions culturelles, il y a des questions plus vers l'assimilation et autres que, mais les immigrants enrichissent la culture canadienne. Donc, c'est l'autre, moi je les vois comme deux pôles de le même phénomène. Et c'est juste pour un raccourci de parler de anti-immigrants versus pro-immigrants. Oui. Moi, j'avais une question par rapport à la troisième étude sur le quiz de contrôle. Puis, je me demandais, est-ce que le quiz de contrôle sociétal pourrait avoir une influence sur le quiz de contrôle personnel? Les deux phénomènes sont corrélés, tous les trois sont corrélés en fait. À la troisième, le locus de contrôle des immigrants est le plus fortement corrélé avec l'idéologie politique, c'est pas surprenant. Mais les deux autres sont pas, c'est loin de parfaitement contrôlé. Je vais attendre que les deux sont corrélés positivement. Je peux vérifier le niveau, mais c'est pas énorme. Okay. C'est pas comme c'est la même chose. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je me demandais justement sur la conclusion que vous avez mis à la fin, que peut-être au Canada on est plus ouvert à l'immigration parce qu'on a des immigrants qui sont plus qualifiés. On a la perception que les immigrants sont plus qualifiés. Justement, c'est là ma question. Pensez-vous que les personnes dehors de l'université, madame, monsieur, tout le monde, ils pensent vraiment que les immigrants sont qualifiés? Je pense que le discours autour des politiques d'immigration met moins de l'emphase sur, par exemple, l'immigration illégale, qui est souvent associée avec l'immigration des réfugiés et aussi la trajectoire familiale aussi. Donc, c'est pas que les personnes sont très bien à calculer ces choses. Ils connaissent très peu sur les politiques d'immigration. Ils sont vraiment nuls à estimer le nombre d'immigrants. Donc, c'est pas qu'ils sont informés, mais je crois que l'influence des politiques, c'est beaucoup plus à travers le discours politique et la couverture médiatique autour de ces enjeux-là. Et on a vu, depuis, on a beaucoup plus de couverture sur le passage illégal des réfugiés aux États-Unis vers le Canada. On a vu vite changer un peu le discours dans les réactions plus négatives face à ça. Les premiers articles, c'était vraiment « Ah, au Canada, on est tellement mieux que des autres. On va accepter ces personnes, il y a ces gentils policiers qui vont les prendre à la main et puis les mettre dans la détention. » On a mis ça à côté. Mais ça a vite changé avec des réactions assez négatives. Et c'est fortement lié à cette idée qu'il y a des vagues d'immigrants qu'on ne peut pas contrôler. Et il y a des conséquences pour toutes sortes de services sociaux, etc. Est-ce qu'il y aurait une dernière question pour Oui, moi j'aurais en fait une question comme sur les diapos. Vraiment au début, il y avait différents pays, puis justement la Corée, puis le Japon, où il n'y en avait pas beaucoup d'immigrants, mais les opinions étaient relativement favorables. Oui. J'aurais probablement dû chercher l'article moi-même quelque part si ça existe. Mais je me demande justement, est-ce qu'il y a comme un pourcentage d'immigration à partir de quel le peuple pas immigrant commence à se sentir menacé? Donc, est-ce qu'on est comme tolérant, puis là, on a l'impression que c'est que des immigrants, on veut fermer nos portes? C'est une bonne question. Il y a des études différentes sur le nombre d'immigrants. Mon impression des études les plus convaincantes, c'est quand il y a un changement qui vient vite dans le niveau d'immigration. Et donc, c'est le changement qui déclenche plus de réactions que juste le niveau brut. Mais allez-y. Il y a deux aspects. Hein. C'est que
La proportion, le nombre, ça peut être un facteur de menace parce que si on sent que notre groupe va être envahi, on se sent menacé. Mais l'autre aspect, c'est le contact. Oui. C'est que plus on a de possibilité d'avoir des contacts avec des membres de notre groupe, plus ça améliore les attitudes. Et il y a beaucoup de recherches qui montrent que les préjugés envers les immigrants, c'est quand les gens n'ont pas de contact avec les immigrants. Oui. Donc, si la proportion augmente, ça peut améliorer les choses s'il y a des contacts positifs qui se développent. Donc, il y a les deux possibilités. Parce que je sais qu'au Canada, je l'ai regardé, c'est 20% de la population, puis 30% dans le Grand Montréal. Puis moi, je viens de la Finlande, où on n'a pas eu historiquement beaucoup d'immigration, mais depuis quelques années, il y en a de plus en plus. Et là, surtout sur Internet, je vois vraiment des discours très anti-immigrants. Mais le pourcentage, c'est 6% en Finlande de la population. Donc, c'est vraiment rien. Puis pourtant, tout le monde est comme, on est vraiment envahi. Dans 2 ans, il n'y aurait plus la langue finlandaise. Mais OK, donc c'est vraiment plus peut-être le changement. Mais le changement déclenche souvent les réactions, surtout à court terme. À long terme, si ça change les interactions intergroupes. Mais il y a des études qui démontrent une augmentation dans le contexte, a des effets négatifs, mais puis si on contrôle le contact intergroupe au niveau individuel, il y a un effet de modération qui va... Merci. Maintenant, on va passer à... Merci. Je vous remercie aussi tous les deux de faire vos présentations en français. On apprécie beaucoup. Ok, merci. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Cette présentation va aller dans une autre direction parce qu'au lieu de discuter la réaction des membres des sociétés d'accueil, je vais m'approcher plus directement à la migration. Mais cependant, je n'ai pas... Ma confiance dans l'état de mon français est telle que je ne suis pas prêt à faire une présentation à l'improviste, donc je vais lire un texte, ce que j'espère ne va pas vous déranger. Donc, cette communication fait partie d'un effort que j'ai entamé ces dernières 15 années afin de repenser les phénomènes abordés par la recherche sur le transnationalisme. Un concept presque inédit il y a 25 ans, épuisant son origine dans un recoin marginal d'une discipline qui est restée à la périphérie de l'étude de l'immigration américaine, le transnationalisme a connu une réussite fulgurante. En pointant l'attention vers tout ce qui attache les migrants aux terres d'origine, les questions reliées avec l'importance, la persistance et la portée du champ, réunissant le ici des migrants avec un là-bas des parents, amis, communautés, même nations d'origine, sont devenus des thèmes incontournables. De plus, les chercheurs qui ont tiré l'attention vers ce phénomène sont aussi à la source d'une perspective influente qui prétend l'expliquer. Selon leur point de vue, les migrants ne sont plus contraints de rompre les liens avec tout ce qu'ils ont laissé dans leur communauté de naissance. Au contraire, les changements technologiques facilitent les liens rattachant le ici et le là-bas. Une réception plus bienveillante dans les pays d'arrivée encourage les migrants à maintenir leur engagement avec les proches résidant encore dans les pays d'origine. Et en réagissant aux activités des transmigrants, les pays d'émigration mettent en place des politiques dont l'objet est de maintenir la loyauté des transmigrants et d'influencer leur démarche. Pour cette raison, l'époque contemporaine est caractérisée par l'implantation de communautés transnationales donnant aux immigrés la possibilité inédite de vivre en 2 endroits au même temps. Au lieu de l'assimilation éprouvée par les migrants d'antan, ou, pour me rapprocher des termes du débat d'aujourd'hui, l'intégration, les migrants d'aujourd'hui entretiennent, selon ces chercheurs, un processus d'incorporation simultanée dans les États d'origine et les États de peuplement. L'apport de cette approche provient de sa façon de penser l'immigration. À l'encontre des chercheurs qui prétendent étudier l'immigration et se positionnent avec le dos tourné à la frontière,
afin de focaliser sur les développements qui suivent l'arrivée des immigrés, les spécialistes qui préconisent la perspective transnationale nous rappellent que les immigrants sont aussi des émigrants, ce qui exige un point de vue qui va au-delà des frontières afin d'englober sociétés d'origine et sociétés d'accueil, et également tous les échanges qui tissent les liens entre le point de départ et celui d'arrivée. En fait, ceci est bien la leçon que nous enseigne l'étude des migrations internationales. L'extension des réseaux de population, d'information et de biens au-delà du territoire de l'État représente non pas un phénomène aberrant, mais plutôt un événement récurrent. Dans certaines occasions, les migrants se mettent en marche afin de tout recommencer, comme imagine la mythologie chère au pays d'immigration. Mais en réalité, il y a d'autres possibilités, puisque les migrants partent avec l'intention de revenir. Il est vrai qu'il y a ceux qui réussissent à réaliser ce programme. Pour d'autres, l'idée d'un retour ne reste qu'un rêve, l'immigrant s'installant bon gré mal gré dans le pays récepteur, qu'il soit chaleureusement accueilli ou non. Mais puisqu'il y a peu de fixe dans ce séjour à l'étranger, les immigrants se trouvent plongés dans une longue phase de transition, ne sachant pas s'ils vont retourner ou s'installer, accumulant des engagements qui les attachent ici sans se débarrasser des espérances venant de là-bas. Pour ces raisons, ce que la littérature appelle le transnationalisme des immigrants représente un aspect inhérent du phénomène migratoire. Autrement dit, dès qu'on parle des migrations internationales, on ne peut pas éviter de parler du transnationalisme, ou, pour être juste, une variété d'entraide, flots, connexions qui vont au-delà d'un territoire en se rattachant à l'autre. Conséquemment, la découverte des réseaux traversant les frontières, qu'ils soient du type quotidien, c'est-à-dire les remises ou les communications téléphoniques, ou qu'ils appartiennent à l'action entamée par les exilés, n'a rien de surprenant. De plus, en sautant d'une perspective transnationale à un point de vue qui préconise le transnationalisme, c'est-à-dire l'incorporation simultanée dans les pays d'immigration et d'émigration, les chercheurs qui avancent cette hypothèse tiennent pour acquise la chose même qui est en question. Du coup, la question cruciale est celle que la littérature n'a pas encore abordée, c'est-à-dire comment évaluer la puissance relative de tous les acteurs et processus, non seulement ceux qui se distancient au-delà du territoire, mais également ceux qui tendent à territorialiser les identités et les activités des migrants. Est-ce que les processus qui se déploient au-delà du territoire échappent au contrôle des États et de leurs peuples, et s'il en est ainsi, pour combien de temps? Ou par contre, est-ce que ce ne sont pas les forces étatiques et nationalisantes qui affaiblissent et cantonnent ces activités poursuites à travers les frontières, coupant à long terme les liens attachant ici et là-bas? Puisque le phénomène est récurrent, ne faut-il pas l'historiser? Et dans ce croisement de territorialisation et l'extension de liens au-delà de la territoire, quels sont les éléments qui produisent la continuité et ceux qui conduisent à l'innovation? Et quelles sont les forces qui produisent ces changements? Voici les questions que j'ai abordées dans mon livre « The Cross-Border Connection, Immigrants, Emigrants and the Homelands », publié en 2015 par Harvard University Press. Dans ce livre, je commence avec la prémisse que la migration internationale n'est pas seulement un phénomène social, mais également politique. Pour cette raison, les mêmes activités entreprises par les migrants et qui dépassent le territoire sont le produit des limites politiques de l'environnement récepteur. La richesse reste cantonnée à l'intérieur des États riches du Nord, ce qui ne sert pas seulement à activer les migrations, mais à transformer les migrations en un instrument utilisé afin de transférer les ressources d'un lieu favorisé à une autre plus pauvre.
quoique la traversée des frontières soit devenue de plus en plus difficile, ces mêmes frontières sont la source de la sauvegarde, soustrayant les immigrants de la main dure de l'État d'origine et leur fournissant des libertés pas disponibles avant de partir de la terre natale. Souvent, le matériel et la politique se joignent. Grâce à la richesse du pays de réception, ceux qui ont du succès avancent modestement en tirant des avantages dans la rencontre avec les acteurs qui sont restés en place. De plus, un système politique plus ouvert fournit des alliés, des compétences, des idées qui augmentent l'influence des migrants quand ils s'engagent avec les autorités dans le lieu d'origine. Si l'arrivée des migrants encourage des liens allant du pays de réception au pays d'origine, à longue échéance, la stratégie de maintenir la famille à travers les frontières se heurte à une variété de difficultés. Les migrants peuvent contrôler leur consommation, cependant, maintenir les privations requises afin d'envoyer des remises chez soi n'est jamais facile. À long terme, les migrants acquièrent des besoins et des désirs entretenus par ceux qui les entourent dans leur nouveau foyer, ce qui bouleverse la capacité de maintenir le trafic de remises et par conséquent affaiblissent des modes de vie transétatiques. La conséquence suivante est que la famille se déplace d'un côté à l'autre, afin que tout le monde réside au lieu où l'on reçoit des salaires. Mais en cheminant leurs proches vers les pays d'immigration, les migrants mettent en balance entre les revenus et mettent la balance entre les revenus et les dépenses en déséquilibre, ce qui réduit la capacité d'envoyer des ressources chez eux et également celle de faire des épargnes dans l'intention de réaliser des investissements après le retour au lieu d'origine. D'autres développements contribuent à l'affaiblissement des liens transfrontaliers. Au début de leur séjour, les normes importées du foyer d'origine peuvent emporter sur les expectatives qui caractérisent le lieu d'arrivée. Mais le fait qu'elles diffèrent systématiquement rend les migrants susceptibles aux influences affrontées dans le lieu d'accueil. Il est inévitable que les migrants et leurs proches dans les sociétés d'origine subissent des expériences différentes, ce qui produit des malentendus qui accentuent l'impact de la distance géographique. En outre, les personnes nées à l'étranger et surtout les personnes vivant à l'étranger et surtout leur progéniture acquièrent les traits de ceux qui les entourent. Ainsi, ils reprennent les habitudes et les outils quotidiens qui facilitent l'insertion dans le nouvel environnement et s'adaptent à la plus grande abondance et à l'individuation du contexte socio-économique dans lequel ils vivent. Ainsi que les migrants et leurs descendants se rapprochent aux comportements et préférences qui caractérisent la société d'accueil, les liens qui tissent les relations à travers des frontières deviennent paradoxalement des vecteurs de conflit. Les enfants des immigrants, même s'ils restent intégrés dans les réseaux familiaux internationaux, sont ceux qui subissent les changements dus à l'implantation de plein fouet. Bien que les obligations dont ces réseaux familiaux internationalisés façonnent l'expérience de la génération née ou élevée dans le pays de destination, la majeure partie de leur expérience se déroule ici et non là-bas. Les écoles éduquent pour la citoyenneté, cherchant à produire de bons citoyens qui sont préparés pour les rôles et les comportements qui prévalent dans la société de destination. Mais les écoles éduquent également pour l'adhésion nationale. Comme le montre le mouvement social créé par des jeunes sans-papiers élevés aux États-Unis, les Dreamers, les écoles produisent des Américains de fait, même lorsque la citoyenneté américaine leur manque. En outre, les pressions exercées pour se conformer à la langue utilisée dans l'espace possèdent une force étonnante. Alors que les sons de la langue dominante peuvent être absents du ménage parental, ils sont autrement omniprésents. Même lorsque les enfants conservent l'habitude de parler
la langue maternelle de leurs parents à la maison et avec leurs proches, l'utilisation est limitée par le nombre limité de contextes où la langue étrangère prévaut. Du coup, dans les pratiques quotidiennes, la langue maternelle se trouve soustraite à la langue dominante. Par conséquent, alors que le contact direct à la patrie des parents est une expérience souvent partagée parmi les membres de la deuxième génération, ces mêmes visites au pays des parents servent à démontrer la distance qui sépare la vie dans le lieu de résidence et celle du lieu d'origine. Les changements linguistiques dont je viens de mentionner produisent des chocs linguistiques, car même les bilingues autodéclarés découvrent que leur maîtrise de la langue maternelle, qui suffit si on veut discuter des questions ordinaires à la maison, est loin d'atteindre les capacités linguistiques que possèdent ceux de leurs proches qui ne se sont jamais éloignés du pays. Même le plus quotidien des interactions, par exemple lorsque l'on ne comprend pas complètement le commentaire d'un caissier ou d'un serveur et que l'on demande qu'il soit répété, puisse démontrer que la génération élevée au pays d'immigration n'appartient plus au pays d'émigration. En guise de conclusion, j'aimerais me tourner plus directement à la question à laquelle cette session prétend s'adresser, c'est-à-dire comment penser l'intégration des immigrants. Dans un sens, réfléchir aux connexions transfrontalières que tissent les migrants suggère que l'on devrait penser aux migrations comme un levier de l'intégration à l'échelle internationale. Comme je viens de dire, les connexions transfrontalières mises en place spontanément par les immigrants représentent un aspect inhérent des migrations internationales. De plus, ces mêmes liens entraînent le développement d'une infrastructure qui facilite le maintien des connexions et réduit leurs coûts. Puisque cette infrastructure se trouve dans les enclaves ethniques si amplement décrites dans la littérature, la transplantation de la société d'origine au sol des États de réception amène à la conversion d'un territoire étranger à un environnement familier. Du coup, les coûts économiques, sociaux et psychologiques de la migration elle-même diminuent, ce qui facilite l'arrivée des nouveaux venants qui peuvent s'insérer sans éprouver les mêmes difficultés subies par les pionniers. Ainsi, l'implantation des réseaux migratoires encourage le départ d'un nombre grandissant de migrants et, en réduisant les coûts requis pour se déplacer d'un pays à l'autre, entrave les politiques de contrôle. Mais si l'on considère que les migrations internationales encouragent l'intégration à l'échelle internationale, est-ce que l'on peut toujours penser à l'intégration de façon conventionnelle? D'une part, l'intégration promue par les migrations est un résultat que rejettent les populations des pays d'immigration, qui réclament plutôt des politiques mises en place afin de désintégrer les pays riches des pays pauvres, où se trouve la grande majorité de personnes qui perçoivent, correctement, que la migration internationale pourrait leur servir comme levier de la mobilité sociale. D'autre part, les migrations internationales posent des questions politiques auxquelles tout système doit répondre. Est-ce qu'on veut ouvrir les frontières ou sinon les contrôler? Au cas où il faut décider combien de migrants on devrait accepter. Si l'on décide de ne pas admettre tous qui voudraient entrer au sol national, selon quelle catégorie devraient être repartis les chanceux? Et quels droits seraient accordés aux migrants? Et comment est-ce que ces droits vont varier selon la catégorie de personnes? Par exemple, permettre à certains de s'installer en permanence, mais exiger que d'autres retournent chez eux après une période de travail strictement limitée. Malheureusement, ces questions sont dotées d'une complexité morale et éthique dont les réponses ne peuvent satisfaire à personne, ce qui, selon mon point de vue, explique pourquoi l'immigration se trouve au centre des controverses politiques dans le monde actuel,
ou, pour me rapprocher une dernière fois à la question qui nous concerne aujourd'hui, pourquoi l'immigration n'amène pas à l'intégration, mais plutôt se trouve à la source de la désintégration du corps politique des pays d'immigration. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Ma question est par rapport des changements historiques. Est-ce que vous pouvez... Je me demande s'il y a des changements historiques, c'est-à-dire il y a 50 ans, 60 ans, si des va-et-vient potentiels avec le pays d'origine existaient à peu près pas, versus aujourd'hui, où il est plus facile de retourner sur cette période et que les communications peuvent intervenir dans ce va-et-vient. Donc, d'une part, il y a une question par rapport à ça, et aussi peut-être à l'âge. Les étudiants d'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont un cursus qui est différent des adultes, des personnes plus vieux, des immigrants qui ont dans la trentaine, quarantaine? Enfin, donc, la première question concerne les différences historiques entre peut-être les migrations de masse du dernier tournant du siècle et celle d'aujourd'hui. Enfin, c'est une question qu'on débat dans la littérature. Si on regarde les premières publications sur le transnationalisme, c'est l'hypothèse qu'avancent les chercheurs. Mais en fait, il y a cet argument qu'il y a un clivage entre les immigrations de hier et celles d'aujourd'hui suppose que nous savons quand a fini hier et quand a commencé aujourd'hui. En fait, la littérature n'arrive pas à identifier un tournant clair. Et si on regarde l'histoire des migrations depuis les deux dernières depuis, disons, la fin du 19e siècle, on voit que, en fait, il n'y a vraiment pas un moment où les migrations se sont terminées. Donc, même, par exemple, après la mise en place des lois restrictives par les États-Unis au milieu des années 20, ces restrictions ont empêché la migration qui venait de l'Europe, mais en même temps, il y avait la migration qui venait de Mexique a agrandi rapidement. Et si on regarde par exemple les parallèles entre l'immigration italienne, qui a duré presque un siècle, et l'immigration mexicaine, on voit beaucoup de parallèles. On voit même des parallèles dans les politiques mises en place par les États italiennes et mexicaines. Donc je ne veux pas dire je pense que l'écueil dans ce débat, c'est d'une part de répéter ce que disent les historiens, c'est que plus ça change, plus c'est la même chose, et ce que disent les sociologues, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est nouveau, on n'a jamais vu ça auparavant. Évidemment, il y a des continuités qui sont très profondes, et les continuités, je pense, consistent dans ce processus dont internationalisent les réseaux familiaux, qui produisent toutes ces choses qui sont en mouvement entre ici et là-bas, mais les moments politiques ne sont pas les mêmes, et ni sont les ressources qui sont disponibles aux migrants. Merci pour votre présentation. Je disais lors du tour de table que je connais très peu les questions d'immigration. Je m'intéresse à la communication, au rôle des médias dans la société. Et dans une perspective historique, mais sur un historique plus court, je me demande s'il existe une littérature importante sur le rôle que certaines nouvelles technologies de communication jouent
dans le transnationalisme. Parce que je présume que pendant très longtemps, les immigrants qui arrivaient dans une nouvelle société avaient peu de moyens d'être en contact avec la société d'origine. On pouvait envoyer des lettres, on pouvait faire des appels téléphoniques, mais pas beaucoup parce que ça coûtait très cher. Il y a des journaux ethniques parfois, mais pas toujours. Dans les années 80, commencent à apparaître des réseaux de télévision avec une programmation ethnique. Et à compter des années 90 et 2000, c'est l'abondance. Et on peut imaginer que on peut être dans une société d'accueil, mais par la télévision, par Internet, s'exposer très largement à de l'information ou à des produits culturels de la société d'origine. Donc, est-ce que le rôle des technologies numériques dans le transnationalisme est documenté? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Est-ce que je ferais l'hypothèse que ça accentue beaucoup ce phénomène de transnationalisme? Est-ce qu'on peut même se demander jusqu'à quel point ça ne fait pas en sorte de limiter l'intégration des arrivants, du moins de première génération? Oui, d'accord. Donc, dans un sens, votre question se rapproche à celle qui vient d'être posée. Et aussi, c'est un thème qui est très discuté dans la littérature. Et si on veut considérer cette question dans la longue durée, on pourrait se demander quels sont les changements dans les 2 siècles qui précèdent notre moment contemporain. Donc, allons au commencement du 19e siècle. Et alors, si on voulait envoyer une lettre du Canada à l'Angleterre ou des États-Unis à l'Angleterre, on aurait pu espérer que après une année, cette lettre aurait été reçue. Mais en fait, c'était très chanceux. On ne savait pas. Alors maintenant, nous continuons vers le futur. Nous sommes en 1910 et on envoie la même lettre à l'Angleterre et on est tout à fait certain que cette lettre va arriver et que la lettre va arriver dans... peut-être dans une semaine, une dizaine de jours. Donc, c'est un changement radical. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce qui s'est passé en 1980, 90, 2000 est plus profond que ce qui s'est passé au long du 19e siècle? Donc, en fait, on ne peut pas répondre. Nous n'avons pas des données qui nous permettraient de répondre à cette question. Mais je pense que si on considère les changements dans la longue durée, on devient un peu un sceptique de la supposition que tout ce qui se passe maintenant ont produit des changements radicaux. Et on voit que si on regarde plus de près, on voit qu'il y a des changements plus subtils. Il y a le téléphone, il y a le télégraphe, il y a, dans les années 90, on commence à envoyer des cassettes, il y a le fax. Donc, les changements se sont produits graduellement. Finalement, je pense que l'expérience des flots de réfugiés nous montre des leçons très intéressantes parce que on voit que la nouvelle technologie a vraiment aidé les migrants à trouver des passages à travers comment aller de la Turquie vers l'Allemagne. Mais ce que la nouvelle technologie n'a pas pu faire, c'était de maintenir les portes ouvertes. Donc, quand les pays d'immigration, les pays de transit ont décidé, ça c'est fini, on ne veut plus permettre ces flots, bon, les portes se sont fermées et la nouvelle technologie n'a pu rien faire contre ces décisions des pays d'immigration. Et puis je dois dire, il y a beaucoup de recherches sur cette question, mais je pense que ce sont des recherches intéressantes.
c'est très difficile de... Nous aurions dû faire de la recherche pendant les années 80-90 pour vraiment savoir quel est le fait des changements que nous subissons aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait une autre question? On pourrait passer à une discussion plus générale peut-être, mais allez-y. Est-ce que j'ai bien compris que vous croyez qu'aider les immigrants à maintenir les liens avec les pays d'origine, ça pourrait aider l'intégration ici au pays d'accueil? Donc, okay. Je n'ai pas dit cela, mais je pense que en fait c'est une question importante qui est relationnée avec la question de l'intégration que nous avons discuté cet après-midi. Donc je pense qu'on pourrait repenser la migration comme un processus d'internationalisation des réseaux familiales. Mais c'est un processus qui se développe au fur et à mesure d'un temps assez long et souvent n'arrive pas au bout. Donc il y a les familles subissent très souvent des séparations qui durent pour longtemps. Donc je pense que si on regarderait à travers les frontières, si on se demandait quel est l'impact sur l'intégration des familles du fait que leurs parents, leurs épouses, leurs enfants continuent à rester dans la société de réception parce qu'on ne les admet pas, cela nous donnerait un autre regard sur le processus d'intégration. Il y a aussi les retards qui se produisent. Souvent, il y a un décalage assez long entre le départ d'un parent et le suivi de l'enfant. Alors, ce retard produit des problèmes de l'intégration à l'intérieur de la famille, surtout si pendant cette période de séparation, il y a la naissance des enfants dans le pays de réception qui n'avaient jamais connu les enfants qui se sont restés chez eux. Il y en a qui auraient des commentaires plus généraux ou quelque chose que vous voulez apporter sur la cohésion sociale, l'intégration, comment réconcilier les différentes disciplines? Oui. J'ai une question sur le concept de l'assimilation. C'est pour moi, en fait, l'idée d'avoir une culture haute, unie, et qui est déjà quelque chose qui me semble un peu dur à accepter. C'est-à-dire, moi, j'écoute pas le hockey, mais on traite souvent les Canadiens de Montréal comme étant un principe fédérateur, donc tout le monde peut apprécier cette chose-là, puis j'ai l'impression que l'assimilation... Ma question, je vais la simplifier. Est-ce que les immigrants... Est-ce qu'on sait ce qu'il y a une littérature qui indique ce que les immigrants conçoivent comme être de l'assimilation? Est-ce qu'il y a une idée claire de à quoi ils doivent s'assimiler? Et si c'est comme quelque chose de précis, de clair, de cohérent? Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à la question? Si on prend le multiculturalisme, c'est 1971, Pierre-Éliott Trudeau. Avant ça, le mot n'existait pas en français. Peut-être qu'il existait en anglais aux États-Unis, mais en français, multiculturalisme, ça n'existait pas avant 1971. Donc c'était l'assimilation qui existait. Et là, il y a eu des mouvements aux États-Unis de groupes qui indiquaient qu'ils voulaient conserver leurs différences, et au Canada aussi, en Europe, différents groupes qui semblaient indiquer qu'au lieu de vouloir se fondre complètement dans la majorité, ils voulaient quand même conserver, revendiquer certaines différences. Et ça
ça contredisait un peu toutes les théories de l'assimilation qui pensaient que tous les nouveaux arrivants allaient complètement s'assimiler après un bout de temps. Hein? Et là, donc, ça a fait qu'il y a eu des remises en question au niveau des chercheurs qui se sont mis à dire est-ce que les gens s'assimilent vraiment quand ils arrivent ou quoi? Et ils sont mis, et là, par exemple, au Canada, il y a eu pas mal d'enquêtes où les gens, donc à McGill, Lambert, Taylor, ils allaient voir différents groupes d'immigrants aux États-Unis, au Canada, pour leur demander qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez vous assimiler complètement, devenir américain complètement si vous êtes aux États-Unis, ou est-ce que vous voulez conserver? Et puis là, c'était très clair, tout ce qu'ils ont observé, c'est que tous les groupes, que peu importe leur origine, là, ils disaient toujours, ben j'aimerais ça conserver quand même, si je suis grec, d'avoir mes habitudes un peu grecques quand même, même si je suis aux États-Unis. C'est ça qu'ils ont trouvé. Donc ça disait, ben peut-être qu'on peut développer des nouvelles politiques pour faire en sorte que les gens puissent s'assimiler, mais en même temps conserver leur... C'était l'idée du multiculturalisme au départ, je pense. Je peux peut-être juste ajouter aussi, pour assimilation, c'est souvent associé avec d'accepter pas juste les Canadiens, mais plutôt des pratiques culturelles, la langue, d'autres pratiques religieuses, etc. Quand on parle d'acceptation des valeurs plus générales démocratiques, on va parler beaucoup plus de l'intégration plutôt que l'assimilation. Donc, il y a vraiment ce côté culturel dans la perspective d'assimilation qui est importante et presque ethnique. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Il nous reste 5 minutes environ. Mais pour rebondir sur l'intervention d'Alexandre, est-ce qu'on a raison de penser que les éléments définitoires de la société d'accueil qui font consensus sont si nombreux que ça? La langue, peut-être, il y a des langues officielles qui sont inscrites dans la loi. Mais l'exemple du hockey me fait penser à une collègue qui est arrivée à notre département il y a 2 ou 3 ans, qui me semble très bien s'intégrer par ailleurs, mais arrivant à Montréal, au Canada, elle décide, entre autres pour s'intégrer à sa société d'accueil, d'intégrer une équipe de curling. Alors, personne parmi nous ne joue au curling, personne parmi nous ne regarde le curling, sauf aux Jeux olympiques. Et donc, probablement que si on va dans certaines régions du Canada, on va dire, oui, le curling, c'est un sport important, mais au Québec, c'est une pratique assez marginale. Et donc, la définition de ce qu'est la société d'accueil à laquelle j'essaie de m'intégrer, a-t-elle pas quelque chose d'un peu... Est-ce que c'est pas une construction, en fait, dont on peut avoir des définitions très différentes d'une personne à l'autre? Moi, je peux dire, le curling, c'est très important, et Roxane va dire, mais non, franchement. Et donc, est-ce qu'on ne pose pas un peu trop rapidement dans la littérature que, au-delà de quelques éléments de définition très généraux, ce qu'est la culture ou la société d'accueil est quelque chose de bien fixé, alors que dans le fond, ce serait beaucoup plus flou que ça. Mais moi, je peux répondre aussi. Je travaille beaucoup sur la cohésion sociale comme concept et ces facteurs qui distinguent, mais la cohésion de la société revient souvent à cette question. Et ce qu'on observe souvent, c'est vraiment comme des valeurs démocratiques. C'est l'objet à laquelle les nouveaux arrivants ou les minorités dans une société doivent accepter et adopter, s'ils n'ont pas déjà. Mais c'est des choses qui ne les distinguent pas des autres pays. Et donc,
je crois que tu as raison, que les choses qui nous ressemblent, c'est soit banal, soit des facteurs qui ne nous distinguent pas vraiment. Mais on va les accepter comme quelque chose qui caractérise notre société. Et ça revient souvent au Québec, par exemple, dans les débats sur la Charte des valeurs. Il y a un côté qui l'a défendu comme, mais c'est l'égalité des sexes, c'est la laïcité, c'est des valeurs qui, c'est pas unique au Québec, ces types de valeurs. De l'autre côté, c'est vraiment des choses qui étaient beaucoup plus la défense de la culture québécoise, qui est beaucoup plus proche à l'assimilation, et c'est des choses qui le saignent un peu plus. Mais souvent, on va parler beaucoup plus dans la première partie, là, et je crois que c'est problématique pour dire que c'est vraiment des choses uniques à une culture qu'on va défendre, et on voit ça dans les études sur le nationalisme aussi. Mais si on arrive à un nationalisme civique, mais bon, on partage tous et toutes la même chose. Si je peux me permettre, votre question, commentaire touche beaucoup la clarté de l'identité. Bon, la clarté de l'identité est un bon concept qui, en gros, c'est parce que les gens sont certains ou non des caractéristiques de leur groupe culturel. Puis si je demande ici, on va peut-être avoir, bon, c'est quoi les caractéristiques des Québécois? Je suis certain qu'on va arriver avec chacun d'entre nous va peut-être avoir certaines listes, comme le hockey, l'hiver, la poutine, le pâté chinois. Le curling. À Saskatchewan, peut-être. Comme le disait madame, plus au niveau de la démocratie, liberté de religion, etc. Mais pour le reste, je demande d'en lister 20. De un, vous serez vraiment pas capable d'en lister 20, puis chacun va avoir une liste différente. Là. Donc au niveau de qu'est-ce qu'une identité, c'est vraiment très difficile, de niveau comme personnel, à vraiment définir c'est quoi de façon explicite. Mais je pense que tout le monde a un peu une vision explicite de c'est quoi être un Québécois ou c'est quoi être un Canadien. Donc quand on demande, pour faire le pont avec notre question, quand on demande aux gens de s'intégrer à la société, ou du moins un peu l'assimilation, je pense pas qu'il y a une liste qu'il faut qu'ils checkent, ok, mais je crois en ça, je crois en ça, je crois en ça, je crois en ça. C'est plus un peu chaque immigrant vient, puis à un moment donné, il se dit bon oui, je m'identifie aux Québécois ou je m'identifie aux Canadiens. Puis ça va varier d'immigrant en immigrant, ils vont voir encore là certaines grandes lignes qui vont sous-tendre tout ça, mais individuellement, chaque personne va un peu croire, on va percevoir des choses différentes de c'est quoi être un Québécois ou c'est quoi être un Canadien, mais ultimement, ce qui est important, c'est pour la personne, ça veut dire quoi, sinon pas comme, est-ce que cette vision correspond à la vision officielle du pays de c'est quoi être un Québécois ou un Canadien. Donc, il faut aller au-delà de la réponse officielle, puis en tout cas, on est très bon là-dedans aussi. Surtout, c'est demander aux gens leur propre perception des choses versus par rapport à une réalité absolue qui existe. C'est comme si être un Québécois serait de répondre rapidement ou d'énoncer plusieurs items et pas nécessairement ce qui est écrit, c'est ça? Oui? Mais un peu dans la même veine, si on se passe du point de vue de l'immigrant, il me semble qu'il y a comme une gamme d'attitudes, d'actions, de stratégies, et qu'il faut les voir, les identifier. Donc, il peut avoir un intérêt pour la langue ou non, il peut avoir un intérêt pour l'emploi ou non, pour la formation, l'éducation, même par rapport à la recherche d'un conjoint dans la société d'accueil. Les loisirs, on a évoqué la question des loisirs. Donc, il me semble qu'il y a comme une gamme d'actions, de dimensions où l'immigrant peut être actif. Bienvenue, j'ai évoqué sur une gamme, mais pour la question qui a été posée, je pense que c'est la question d'identité. Et on pourrait dire qu'est-ce qu'une nation, ou encore si on dit un groupe ethnique, on parle de groupe ethnique, c'est quoi un groupe ethnique? Qu'est-ce qui permet de définir un groupe ethnique? Qu'est-ce qui permet de définir une nation? Au Canada, est-ce qu'il y a deux nations
ou est-ce qu'il y a une nation? Bon, c'est un débat politique ou plus. C'est très important à une certaine époque. Et qu'est-ce que, donc on parlait de ce qui distinguait. Hein? Et là, selon les disciplines dans lesquelles on est, on peut avoir des définitions différentes, parce que si on regarde en histoire, moi j'ai souvent l'impression que en histoire, on va dire, je sais pas, la nation française, c'est X, Y, Z, c'est ça là. Si vous avez ça, vous avez la nation française. Donc il y a des critères qui existeraient. Et on va supposer là, que tout le monde s'entend là-dessus. Et donc, peut-être au Québec aussi, les historiens vont dire que c'est ça qui définit la nation québécoise. Mais du point de vue de la psychologie sociale, il y a une théorie, la théorie d'identité sociale, qui a été développée à la fin des années 70, avec un principe qui est celui de la catégorisation. Et qui c'est Tachevel qui a développé ça, et lui, il a regardé ce qu'un historien avait dit, qui avait essayé de définir c'est quoi une nation, et cet historien-là avait dit, ben finalement, là, ce qui définit une nation, c'est le fait qu'il y a un groupe de personnes qui pensent qu'ils sont une nation, et qui se sentent une nation. Donc ça veut dire c'est une... Et donc Tachevel a repris ça pour dire que quand on se catégorise comme Québécois, on pense qu'on est Québécois, on n'a pas de contact, on ne connaît pas tous les autres Québécois, mais ça fait qu'on pense qu'on appartient à la nation québécoise, et c'est ça l'identité. C'est juste ça. Après, on va peut-être inventer un paquet d'autres raisons, mais le point de départ, c'est de se catégoriser, de penser qu'on fait partie d'un groupe qui s'appelle Québécois, par exemple, ou qui s'appelle Canadien ou Américain, et de penser qu'il y a un paquet d'autres mondes qui sont dans ce groupe-là, et de penser qu'on partage un paquet de choses avec ces gens-là, et d'avoir des émotions reliées à ça, et c'est ça qui fait qu'on a une identité nationale. Et le reste, le curling et tout ça, ça peut, du point de vue de la psychologie sociale, c'est toutes des inventions qu'on va trouver pour justifier le fait qu'on va être fier d'appartenir à ce groupe-là. Mais j'ajouterais que c'est aussi de ce qui n'appartient pas qui est important là-dedans. Exactement. Et c'est pour ça qu'on fait le lien avec l'immigration, parce qu'on va dire, voici c'est le nous, on va faire plein de listes de ce que c'est, mais on sait que l'autre n'est pas là. Donc moi, je ne suis pas québécoise, parce que pour X, Y et Z. Et les raisons peuvent changer selon la personne qui est l'autre, mais c'est cette dynamique-là qui fait que c'est un enjeu. Là, en anglais, c'est in-group et out-group. Oui. Hein, c'est ça, la catégorisation détermine qui fait partie et qui ne fait pas partie. Oui. Je ne sais pas si je vais être hors sujet, donc si je suis hors sujet, c'est mieux. Mais j'aimerais savoir l'opinion des panélistes. Qui veut répondre? Ou vous pouvez tous aussi répondre. Par rapport à... En fait, il y a pas un nouveau mouvement, mais il y a quelque chose un peu en vogue, si on veut. On parle justement d'identification, qui serait l'identification à des groupes qui sont plus larges, plus supraordinaires, si on veut. Et une de ces identifications-là, ce serait à, par exemple, citoyen du monde ou un être humain. Donc, on ne fait plus vraiment de distinction entre les frontières nationales, mais on appartiendrait à un tout, à un ensemble d'êtres humains. On serait tous dans le même bateau ici, effectivement. Mais bon. Et dans le fond, j'aimerais savoir comment l'opinion des panélistes par rapport à comment est-ce que cette idéologie-là de catégorisation vraiment très large s'articulerait avec, premièrement, dans un premier temps, des idéologies intergroupes. Donc, j'aurais un peu comme idée que ce serait une forme d'assimilation, si on veut. Je sais pas, est-ce qu'on peut dire on promouvoit juste cette catégorie-là, donc on a une recatégorisation supérieure à un seul groupe, ou est-ce que les personnes peuvent, dans le fond, être des représentants de ce groupe-là d'êtres humains tout en restant des représentants de leur groupe
d'origine et de leur nouvelle identité. Puis aussi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui correspond au transnationalisme? Est-ce que le fait de justement se voir comme citoyen du monde, est-ce que ça nous empêche un peu de conserver un pied dans notre pays d'accueil, mais un pied dans notre pays d'origine et un pied dans notre pays d'accueil? Dans le fond, on est un peu partout à la fois, donc j'aimerais savoir. Je ne sais pas si ma question est claire quand même, donc si je me dis. Est-ce que. Ok, donc, en fait, je pense que vous avez identifié un des points faibles même du concept du transnationalisme, parce que, en fait, la littérature telle qu'elle s'est développée a focalisé sur... On pourrait penser le transnationalisme comme quelque chose qui serait semblable au cosmopolitanisme, non? Trans, c'est-à-dire à travers quoi? Le nation, et c'est une condition d'être à travers, au-delà. Mais en fait, ce thème de recherche a focalisé sur les liens particuliers. Donc, si on voit beaucoup de... Enfin, la question a été posée pour la première fois par les gens qui, en fait, étudiaient le bilocalisme. Des gens qui venaient d'un village dans un pays et qui arrivaient dans un quartier dans l'autre pays. Et ce qui était important pour eux, c'était les attaches vers ce lieu particulier, non pas vers la nation ou une identité plus particulière. Donc, on pourrait imaginer que, pour rattacher ma réponse aux questions antérieures, si on va au monde du commencement du XXe siècle, on pourrait identifier des immigrants qui étaient des vrais transnationalistes, c'était des anarchistes. Donc, ils avaient des liens particuliers avec le pays d'origine, mais il y avait en fait, enfin ça c'est autre réponse à votre question, il y avait un réseau incroyable de anarchistes partout dans le monde, surtout l'Italie, l'Espagne, l'Argentine, les États-Unis. Et un flot d'informations circulait entre eux, évidemment pas avec la même vitesse qu'aujourd'hui, mais ils étaient très informés en Argentine de ce qui se passait en Italie. On pourrait même dire que au premier commencement, si on pourrait identifier beaucoup d'instances historiques. Maintenant, l'idée me vient de la guerre civile espagnole, où, en fait, on pourrait parler du prolétarianisme international, donc l'identification pas avec son propre pays, mais le pays des travailleurs, les travailleurs, bon, ça n'existe plus. Donc, on pourrait dire que la disparition de une forme de cosmopolitisme qui avait une base particulière, la disparition reflète le triomphe du nationalisme. Si je peux me permettre d'apporter un regard différent sur la question, c'est qu'on observe aussi, quand on regarde les mouvements des jeunes racisés qui se développent beaucoup, par exemple, à travers le Black Lives Matter, j'imagine que tout le monde en a parlé, il y a des groupes noirs qui s'identifient à ces groupes-là, pourtant non américains. On en voit ici au Canada, on en voit en Europe. Et c'est assez intéressant de voir que finalement, avec des réalités historiques, culturelles et sociales totalement différentes, finalement, ils développent des solidarités de type transnational avec une identification commune. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces phénomènes de rapport au monde, rapport en étant un autre, en fait, qui partagent à travers différentes géographies, positions géographiques, en fait, vont alimenter des mouvements dans les localités.
Et on aurait pu faire des paris avec le développement de l'identité européenne aussi. C'est comme un exemple du développement des identités supraordonnées en français, je crois, superordinate identities. Donc, ça va minimiser les distinctions entre groupes qui sont inclus, mais s'il y a toujours un autre, ça peut avoir les conséquences. Il est déjà 5h15. Je vous remercie tout le monde d'être ici, d'être venu nous voir, de discuter avec nous. Je vous remercie aussi, vous quatre, d'être ici, d'avoir répondu à nos questions et Claudel aussi d'avoir organisé ça. Donc, merci. On va rester, nous, un petit peu, s'il y en a qui veulent venir nous parler un petit peu comme ça. Sinon, merci beaucoup. Bonne fin de journée.